Donc voilà, moi je vais vous présenter Zombie. Voilà. Zombie, c'est... tiens, tu peux te là. Donc voilà, le pitch du gars qui fait Zombie, c'est Insanely Fast, Full Stack, Headless Browser Testing. Et la petite histoire, c'est que quand vous avez un browser sans tête, du coup, il a nommé son projet Zombie parce que voilà, les zombies perdent leur tête. Je suis pas un fan de films de zombies, mais voilà. Donc un des problèmes de Zombie, oui, effectivement, c'est quand vous êtes en réunion et que vous expliquez que vos tests vous les faites avec Zombie, tout le monde lève un petit sourcil en se disant qu'est-ce qui se passe. Bon bref. Donc Zombie.js, c'est un browser headless. Contrairement à Phantom, ça tourne dans Node. Et en fait, c'est 100% un browser qui émule un navigateur. Donc c'est pas un vrai navigateur. Il se base pas sur WebKit, il se base pas sur autre chose, sur un vrai navigateur qui existe sur Chrome ou que sais-je. Il repose sur des bibliothèques d'émulation. D'accord ? Donc c'est à la fois une super force et aussi une super faiblesse, parce que du coup, si votre test passe dans Zombie, c'est un navigateur que aucun de vos clients probablement ne va utiliser, et donc du coup, il faut quand même être sûr que ça fonctionne. Okay ? Donc c'est une version 1.4.1 depuis un petit moment. Il y a une 2.0 en gestation, je vous mets au défi de la faire fonctionner. Les versions alpha, et c'est des licences compatibles business. Tout Zombie.js est écrit en fait en CoffeeScript intégralement et se sert d'un certain nombre de bibliothèques qui existent déjà dans le monde JavaScript ou qui sont des modules Node qui vous permettent, qui lui permet à lui de faire l'émulation. Le gars qui a écrit Zombie n'a écrit que la surcouche au-dessus de l'ensemble de ces bibliothèques d'émulation. Donc les trois principales, c'est basé sur plein d'autres bazars. Hein. Mais l'essentiel, c'est donc JSDOM qui fait toute l'émulation du parcours du document, du DOM. Tout ce qui est parsing HTML5 est fait avec une librairie qui s'appelle HTML5. Ces librairies qui sont assez connues. Hein. JSDOM, vous allez le retrouver dans plein de modules DOM, HTML5 aussi. Et enfin, on utilise Sizzle.js. Sizzle.js, c'est John Resig. John Resig, c'est le gars qui a fait jQuery. Et ce qu'on appelle les Sizzle, c'est les petits éléments qu'a utilisé tout à l'heure Pierre. C'est donc point, basket item, dièse machin, etc. Tous ces éléments-là qui vous permettent du coup de travailler. Tous les sélecteurs CSS avancés. Donc c'est une émulation, d'accord, mais alors du coup, est-ce que j'ai vraiment un navigateur au rabais? D'accord. Mais en fait, le navigateur, il supporte quand même tout ça. Donc tout le balisage HTML5, notamment les champs de formulaire un peu avancés, search, URL, etc. Toutes les balises adresses, tous ces trucs qui sont arrivés dans HTML5, la plupart sont supportés. Tous les sélecteurs CSS3. Je suis capable d'aller lire des cookies du web storage, on le verra tout à l'heure. Bien sûr, il est capable de voir toutes les requêtes XML, HTTP request, donc tous les appels Ajax que vous faites, il est capable de les exécuter et d'attendre les bons résultats. Set timeout, set interval pour ceux qui veulent s'amuser à faire un peu de threading. Push state, pop state et hash change, ça c'est des choses qui sont hyper importantes, qui vous servent, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est hérité de Flash d'ailleurs, c'est assez drôle ça. Les navigateurs, quand vous faites des interfaces avancées, ne changent pas vraiment de page, ils changent simplement le DOM à l'intérieur, ils se servent de l'historique de l'URL, avec notamment un petit dièse, et puis vous voyez tout un tas d'autres éléments derrière. Et donc push state, pop state et hash change permettent d'écouter ces éléments-là. Et donc du coup, si vous avez si vous travaillez avec du Backbone, avec les routeurs Backbone, Ember ou Angular, vous allez pouvoir avoir des choses qui fonctionnent. Il est quand même capable de voir ces éléments-là. C'est d'ailleurs assez essentiel. Hein, si vous n'avez pas ça, c'est là où par exemple typiquement HTML Unit pêche un peu. Vous êtes capable de popper des alertes, prompter des éléments, etc. Et ça supporte aussi de manière assez récente WebSocket. Donc vous voyez, c'est quand même un navigateur qui, certes, est une émulation, mais est une émulation très très poussée. Pour la petite histoire, nous on s'en s'est servi sur 2-3 projets de Zombie.js avec tout l'ensemble des tests qui sont exécutés là-dessus. On avait plus de 3 minutes de tests Zombie qui s'exécutaient là-dessus. Et l'histoire, c'est que quand ça marche pas dans Zombie, comme on a pu voir tout à l'heure, on est toujours un petit peu embêté, hein, il faut attraper des captures et tout ça, donc Zombie ne permet pas, lui, de faire des captures. Quand ça marche pas dans Zombie, on se dit toujours, comme c'est une bibliothèque d'émulation, ouais, c'est bon, c'est ce qui sait pas émuler le bon truc, quoi. Et en fait, en creusant, systématiquement, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas tout à fait compris la façon dont les éléments s'enchaînaient dans les vrais navigateurs. Et du coup, en fait, systématiquement, ça a été des erreurs, en fait, de notre part. Donc on a éprouvé ce truc-là et on sait que ça marche sur des sites avancés. Voilà. Après, il y a quand même à 2-3 endroits des petites subtilités, on va en montrer quelques-unes tout à l'heure. Mais enfin, ça marche quand même très très bien. Donc c'est une API fluide, et c'est ce pourquoi j'aime beaucoup Zombie, c'est que l'API est ultra fluide. C'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est en JavaScript.
Donc vous récupérez un navigateur. Ensuite, votre navigateur, vous l'envoyez voilà, sur votre URL. Ensuite, je remplis deux valeurs. La valeur email avec Jean-Laurent, le password à you don't want to know. Et ensuite, j'appuie sur un bouton. Et le bouton, ce qui est intéressant, c'est que là, j'utilise même pas un sélecteur CSS. J'utilise le titre du bouton. Login. D'accord? Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans Zombie. C'est que je suis pas systématiquement obligé d'aller attraper les sélecteurs CSS. Je peux simplement cliquer sur les titres des inputs, enfin le nom des inputs, ou le nom des boutons, ou le nom des liens. Et ensuite, donc là, j'utilise la bibliothèque de test d'assertion qui est dans Node, donc qui est assez basique. Et je peux vérifier, voilà, browser.text de title, donc là c'est un sélecteur CSS, hein, je récupère le titre et je vérifie que c'est welcome to, je sais pas quoi. Donc pourquoi je vous ai mis des trucs en bleu qui rend le truc d'ailleurs, je pense, assez illisible pour vous, mais même si c'est moi, c'est très bien. C'est que du coup, vous avez trois blocs, d'accord? Vous avez trois blocs d'exécution. Vous avez browser.visit, il va visiter la page, et en fait, et c'est la grosse force de Zombie, il va attendre que l'ensemble des événements JavaScript soient exécutés pour vous rendre la main. Et donc au moment où il a vérifié que tout s'est bien passé, enfin tout s'est exécuté jusqu'au bout, bien ou pas, il appelle la callback qui est derrière. Donc là vous avez une callback, du coup, qui est exécutée que quand c'est prêt. D'accord? Donc le browser. J'ai jamais besoin de faire de wait. D'accord? Je sais pas si vous avez déjà fait du Selenium, où vous faites oula, allez, wait 2 secondes, puis vous le balancez sur le serveur d'intégration continue, et là c'est pas wait 2 secondes, c'est wait 7 secondes. Du coup vous remettez ce wait 7 secondes, du coup votre test il prend 3 plombes chez vous. Voilà. Là, pas besoin. Ça prendra le temps qu'il faut. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de jouer avec cette espèce de wait. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il vous rend la main. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très très bien. Ensuite, j'appuie sur un bouton, login. Et du coup, c'est pareil. Là, il va attendre que l'ensemble du chargement de la page suivante se fasse pour appeler la callback suivante. OK? Et donc, vous avez donc trois contextes. Une première callback qui s'exécute après la page et une deuxième callback ici qui est dans la partie bleue plus foncée qui s'exécute lorsque le login a été exécuté. Donc j'aime beaucoup l'API. Si vous avez vu que ça fait des cascades du coup, hein, et les cascades sont pas toujours hyper agréables, on en a parlé tout à l'heure et Casper gère ça très bien. Vous pouvez aussi faire des appels chaînés. Hein, donc vous faire browser.fill de machin, .fill de bidule, .press bouton. Malheureusement j'ai quand même la callback à l'intérieur. Ok, ça je sais pas, on verra comment on peut le virer, mais grosso modo voilà. J'ai quand même une API. Le gars qui a fait ça, il a vraiment pensé API de testing, quoi. D'accord, les zombies, c'est vraiment pour faire du testing. Hein. C'est pas pour faire des screenshots, c'est pas pour browser le web, je sais pas comment. Voilà, c'est pour du testing. Voilà. Et ben, si vous voulez éviter, quand on vient du monde Java, que vous commencez à faire du Node, vous mangez des callbacks de partout. D'accord, la programmation via callback. Et en général, ça fait un peu criser, quoi. Hein, c'est des choses où on n'a pas vraiment l'habitude. Donc il y a plein de gens qui ont essayé de se dire bah oui mais comment je peux faire pour essayer d'aider. Donc une des façons d'éviter d'avoir des callbacks en JavaScript, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le concept des promesses. Et donc les promesses sont des fonctions qui s'exécuteront lorsque l'élément précédent sera terminé. Donc là, Zombie supporte les promesses, c'est un peu le truc à la mode dans le monde de Node en ce moment, pour justement permettre à tous les développeurs de coder en Node, même ceux qui ont du mal avec les callbacks, dont je fais partie. Donc voilà, je visite ma page, .zen, une nouvelle fonction qui s'exécutera, qui est en fait la promesse qui s'exécutera lorsque l'élément précédent sera prêt. Et ensuite un .zen avec une autre callback à l'intérieur de l'élément. Alors moi, je code l'ensemble de mes tests essentiellement en Coffee. Et en Coffee, il y a des petits problèmes avec ces types de promesses, puisque c'est le retour de la fonction qui va être passé à la fonction suivante. Et en Coffee, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un retour par défaut de la dernière ligne de la fonction, et du coup, de temps en temps, ça oblige à faire des trucs un peu scabreux. Du coup, moi, je m'en sers très très peu, mais du coup, j'ai des grosses cascades. Si vous voulez éviter d'avoir des grosses cascades, comme on a vu tout à l'heure, il faut passer par des promesses. En JavaScript, ça passe très très bien. Donc, on peut programmer avec des sélecteurs CSS, donc ça, vous l'avez déjà vu. Hein. Donc là-haut, je peux faire browser.queryAll, donc là, ça va me renvoyer carrément l'élément DOM. Hein. Browser.queryAll là je peux faire un sélecteur CSS avancé, un DS_content de je veux la classe produit à l'intérieur de l'ID content, qui est dessous un ID content. Faites pas attention au système d'assertion, on le verra après. Et puis je peux récupérer, si je veux directement récupérer le texte d'un élément, je fais browser.text d'un sélecteur CSS et boum, j'ai le texte qui est à l'intérieur. Si vous faites browser.text de body, vous avez toute la page. D'accord. C'est pas forcément hyper utile, mais si vous avez envie de faire un test brut, et juste vérifier que dans la page, il y a le mot machin, hein, vous faites browser.body, hop. C'est pas hyper efficace, mais c'est faisable.
Voilà. Et bien sûr, à un certain moment, il n'y a plus aucun espoir. D'accord. C'est la fin du monde. Zombie refuse catégoriquement de faire ce que vous lui demandez de faire. Et donc du coup, il y a l'équivalent du evaluate que vous allez retrouver, que vous retrouvez côté fantôme. Alors, il est un peu moins pratique, parce que vous le voyez, il est sous forme de chaîne de caractères. Du coup, vous êtes obligé de faire des escapes absolument immondes. Donc, notamment, là, j'ai dû escaper les simples cotes. J'ai pris cet exemple exprès. Qu'est-ce qui se passe sur un browser evaluate? Il se passe exactement la même chose que dans Casper ou dans Phantom. Ce contexte-là va être exécuté dans le contexte du navigateur. C'est toujours un peu perturbant quand vous faites du JavaScript server-side. C'est qu'il y a toujours le côté où moi je suis, hein, là où je suis en train de coder, mais il y a aussi le navigateur qui est capable d'exécuter du JavaScript. Et donc il faut toujours que je fasse attention, c'est l'histoire des doubles contextes dont parlait tout à l'heure Pierre. Donc là, je suis capable, par exemple, typiquement, j'ai accès à jQuery, hein, le dollar de jQuery ici. Je ne l'ai absolument pas dans mon système de test. Mais comme ce petit bout de code va s'exécuter dans le contexte du navigateur, du coup, j'ai tout ce qui est dans le navigateur. Et du coup, je peux faire des trucs super scabreux, comme par exemple, là, je récupère la valeur d'une input. Et en l'occurrence, ce bout de code-là, on a dû le sortir parce que on utilisait un composant JavaScript qui affichait des calendriers et qui avait un comportement un petit peu bizarre. Donc on avait le choix soit de hacker Zombie pour essayer de le faire d'être capable, qu'il soit capable de lire la valeur, soit de hacker le JavaScript pour le faire, enfin le composant JavaScript en l'occurrence pour qu'il soit capable de renvoyer de bonnes valeurs pour que Zombie le comprenne. Et au final, voilà, un evaluate, on se casse la tête 5 minutes pour l'écrire, mais enfin c'est quand même assez facile. Okay, à part les escapes. Donc on peut le faire. C'était juste pour vous montrer quand vraiment vous êtes bloqué, que Zombie vous rend pas la main et que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, vous pouvez faire ça. Ce qui est à noter, c'est que c'est hyper rare. Sur 2-3 projets, j'ai dû le faire qu'une fois pour ce truc-là. Alors que c'est le mode par défaut de Phantom. D'accord ? Phantom par défaut, lui, vous dit, si vous voulez faire des trucs, faites des evaluates, les gars. Okay ? Et c'est là où je trouve la bibliothèque Zombie intéressante malgré ses défauts. C'est qu'on a une API qui est hyper fluide, qui nous empêche d'essayer d'éviter de réfléchir avec ces doubles contextes et ces machins. En général, 9 fois sur 10, j'ai jamais besoin d'aller faire du evaluate côté client. Bref. Si je dois résumer, c'est ultra rapide. Alors j'ai mis ultra rapide, c'est hyper subjectif. Hein, d'accord, on se rend compte qu'en fait, par rapport à du Phantom, c'est à peu près équivalent. Bien que Phantom charge un WebKit et charge tout un tas de trucs. Hein. L'API est hyper fluent, d'accord, c'est le point fort. Et surtout, le code de test est ultra lisible. D'accord, et ça c'est important quand même. Hein. Enfin, j'ai pas besoin de vous raconter des histoires de le nombre de fois où on écrit du code, le nombre de fois où on lit du code. D'accord, évidemment vous lisez 90 fois plus, passez 90% de votre temps à lire du code et 10% à en écrire. Donc c'est hyper intéressant. Et en fait, moi j'avais commencé à regarder Zombie parce que je cherchais une bibliothèque pour faire des tests d'acceptance le plus fluide possible et le plus lisible possible. Comme c'est pénible à écrire, que ça casse tout le temps et que c'est un peu casse-pied, je voulais quelque chose de le plus fluide possible. Et c'est pour ça qu'on avait combiné d'ailleurs du CoffeeScript avec Zombie. Bon, le problème, c'est que ça émule un navigateur, c'est pas un vrai navigateur. Okay, donc du coup, il y a toujours cette petite, votre petite voix dans votre tête qui vous dit au moment où ça marche pas, hein, c'est la fin, il est 10h du soir, vous n'arrivez pas à faire votre truc, et là vous dites, ouais, ça peut pas être moi, c'est Zombie, forcément. D'accord, donc il y a toujours ce truc qui se dit, c'est quand même un émulateur, est-ce que finalement, c'est pas lui qui se planterait? Ça tourne super mal sur Windows, d'accord, n'essayez même pas, d'accord, enfin peut-être la 1.4.1, mais alors la 2.0, c'est carrément pas la peine. Zombie vient avec tout un tas de modules Node, mais aussi des composants natifs. Donc ça accomplit, il faut GCC, un certain nombre d'éléments. Si vous avez sur un Mac, ça s'installe en 2 secondes, sur un Linux aussi. Sur un Windows, la dernière fois que j'avais essayé, j'ai échoué. Donc peut-être que ça fonctionne, mais en tout cas, c'est très difficile. Donc du coup, ça, c'est un vrai drawback. L'autre drawback, et moi, c'est ce qui m'inquiète un peu plus, mais enfin, comme on m'a déjà fait le coup avec Karma, avec Zombie, ils sont en train de me le faire aussi, j'ai l'impression, le développement est doucement en train de se calmer. D'accord, si vous regardez les commits qui sont faits, il n'y a plus de commits depuis 3 mois. Bon, voilà, sur une bibliothèque qui est censée être sortie en 2.0 incessamment sous peu. Bon, voilà, j'ai contacté le développeur, mais j'ai pas eu de réponse pour l'instant. C'est jamais très agréable de recevoir, mais en fait, qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Les erreurs sont parfois cryptiques, mais vous l'avez vu aussi tout à l'heure avec les autres. En général, enfin, de temps en temps, avec Zombie, on se retrouve avec des window is not assigned to undefined ou des trucs comme ça. Et là, on fait... D'accord. Donc là, les techniques habituelles, console.log, d'accord. Je trace mes éléments et je balance mes éléments jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passe. Mais c'est vrai que parfois, on se casse un peu la tête, notamment quand vous avez des événements JavaScript qui arrivent dans un ordre qui est différent de celui que vous voyez dans votre Chrome, par exemple.
le temps que vous compreniez que ce soit les événements qui ne sont pas dans le bon sens, c'est des choses qui sont très très difficiles à débugger. Donc là, des fois, on passe un peu de temps, 1 heure ou 2, on s'arrache un peu les cheveux. Voilà. Intégration dans un build Java qui est non trivial. D'accord. Si vous avez regardé Code Story l'année dernière, donc Code Story, on développe devant vous une application. On s'était servi de Zombie.js et on vous avait montré comment on pouvait l'intégrer dans un build Java. D'accord. La première pull request qu'on a reçue à la fin de la conférence, c'était comment je le vire. D'accord. Comment je peux enlever ce truc-là. Typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'il faut exécuter une ligne de commande Unix avec son path. Du coup, vous êtes obligé de faire des exec system. Et vous pourrez aller regarder sur les dépôts de Code Story si ça vous intéresse de regarder comment c'est fait précisément. Mais on était quand même capable d'intégrer ça dans un test unitaire JUnit. Donc JUnit était capable d'exécuter le fantôme. Et donc du coup, vous pouvez l'avoir dans votre IDE, le zombie. Et donc du coup, vous avez dans votre IDE, potentiellement, vous cliquez sur un bouton, boum, vous avez les tests qui tournent. Okay. Donc ça, c'est assez sympathique. Malgré tout, c'est pas trivial. Ça demande de jouer un peu avec les variables d'environnement. Il faut maîtriser son parc applicatif. Typiquement, si vous êtes sur un gros projet avec plein de Windows, plein de machins, c'est des trucs sur lesquels vous allez passer un temps fou. Et même, j'aurais tendance à pas utiliser l'outil, carrément. Ok. Demo time. Moi, je vais m'asseoir pour coder parce que je code pas debout. Tu m'aiderais? Tu peux le faire, monsieur. Ouais, merci, super. Merci de ton aide, hein, c'est génial. Alors, allons-y. Alors, oups, si vous m'entendez, ouais. Donc, on va prendre le même site que tout à l'heure. Hein. On va refaire à peu près les mêmes tests. Je vais me servir d'un certain nombre d'outils que je vous présenterai un petit peu après aussi. D'accord. Donc, on va essayer de se concentrer sur Zombie. Faites pas attention aux runners de test ni au système d'assertion. Donc, j'espère que vous voyez bien. Ça commence bien, voilà. Donc je vais créer un fichier de test et je vais l'écrire en Coffee. Donc j'ai un éditeur, je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Voilà. J'ai un éditeur de texte et donc je vais utiliser une librairie qui s'appelle chai.js, mais on en parlera tout à l'heure, donc on va pas. Vous voyez bien, ça va? Je grandis un peu, si j'y arrive. On va virer le machin au bout là, histoire qu'on y voit quelque chose. Donc voilà, et je vais aussi utiliser un système qui s'appelle Mocha, qu'on verra un petit peu après, qui vous permet donc d'écrire, voilà, je décris ma suite de tests. Donc en l'occurrence là, je vais faire Devox Serpodil par exemple. Tester c'est douter, non. It should show, on va commencer par un premier test, the home page. D'accord, je vais vérifier que quand je commence avec un premier outil, le premier run que je fais, c'est que je vérifie que de bout en bout, je fais des baby steps, donc je vérifie que de bout en bout, mon système fonctionne, là, avant de commencer à faire des trucs un peu compliqués. Et là, j'ai foo should not equal bar, ça me paraît pas mal. Et donc, je peux déjà peut-être juste exécuter ce truc-là pour voir si mon système fonctionne. Et donc, comme c'est en CoffeeScript, je suis obligé de dire à Mocha que c'est du CoffeeScript, je ne sais jamais si c'est ça, voilà. Et je mets simplement le nom de mon fichier Coffee et c'est que notre file module CoffeeScript. On est bien dans la merde là. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, j'ai un test qui tourne et mon système, je ne sais pas si vous voyez là-bas en bas à gauche, mais il watch. Donc dès que je vais toucher mon fichier, il relancera le système, on verra Mocha tout à l'heure. Donc voilà, j'ai un test qui passe, j'ai mon tooling qui fonctionne, donc je peux commencer à me lancer dans mon testing. Donc la première chose qu'il faut que je récupère, c'est un navigateur. Et donc je vais demander au système de module de Node de me donner Zombie. Voilà. Donc là, j'ai un navigateur. Et ensuite, donc dans mon test, là, c'est l'exécution de mon test. Donc juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude en CoffeeScript, c'est comme du JavaScript. D'accord. Vous remplacez le mot-clé fonction par la petite flèche. OK, vous virez les parenthèses et les points-virgules. C'est un peu rapide ce que je vous dis, mais en substance, c'est ça. Mais du coup, ça fait quelque chose d'assez lisible, vous voyez. Voilà. Et donc là, je vais demander une instance de mon browser, un zombie. Donc là, j'ai mon browser. Et puis, je vais aller lui dire d'aller visiter la home page de mon site. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va essayer d'agrandir comme ça. Ici. N'importe quoi.
Comme on l'a vu tout à l'heure, donc j'exécute, je lui dis où je passe, sur quel site je passe, et ensuite je lui file une callback pour le contexte d'exécution. Et donc là, typiquement, je peux lui demander de vérifier que le titre, voilà, le titre de mon browser.text.title, donc le titre de mon site, doit contenir voilà, boutique Serpodil. Je pense que ça devrait suffire. Voilà. Il se trouve que ce système de test va lancer un certain nombre de tests asynchrones. On est d'accord que en fait, je vais avoir une fonction ici qui va s'exécuter, qui va lancer ici une autre fonction. Okay. Et en fait, le système de testing doit savoir quand est-ce que c'est terminé. Et donc, pour des raisons un peu scabreuses, je suis obligé de lui passer une fonction que j'appelle pour lui dire que mon test est terminé. Okay. C'est uniquement pour les tests dits asynchrones. Ça permet au système, au système sous-jacent de runner de test de savoir quand est-ce que le test est bien terminé. Okay. Donc là, mon test passe, et voilà, mon test est passé. Et je ne sais pas si vous voyez ici assez bien, je peux essayer de grandir aussi. Mais je suis passé donc de 1 milliseconde, qui était le test fou, je sais pas quoi, bar, machin, à 454 millisecondes. Donc là, en l'occurrence, j'ai vraiment appelé mon serveur et j'ai récupéré le titre ici. Je peux d'ailleurs faire, comme je vous disais tout à l'heure, des bons vieux debugs de papa, là. Hein. Si je ne sais pas trop où j'en suis, je pourrais très bien faire ici. Voilà. Et donc je vois le titre s'afficher ici. Okay. Donc là, j'ai récupéré une partie des éléments. Voilà, bon, c'était super, hein, ça c'était vraiment la base de la base. Bon, vous voyez quand même, on est setup en quelques secondes. L'idée de Mocha, c'est que donc, du coup, je peux travailler. Donc là, j'ai juste Sublime, hein, j'ai même pas un éditeur de texte très inventé, j'ai un éditeur de texte classique. Et de l'autre côté, j'ai ma console avec, c'est de l'autre côté là, j'ai ma console, mon terminal avec mes éléments, et je peux avancer comme ça, et mon système de test tourne. Donc typiquement, j'ai juste dans un autre onglet là, mon système, mon Jetty qui tourne avec le site web, hein, d'accord, c'est tout. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, hein, c'est ultra simple. J'ai juste lancé mon site web au départ. Donc la seconde chose qu'on peut faire, c'est on peut essayer d'ajouter un produit au panier. Donc vous voyez qu'en termes de lisibilité aussi, je suis quand même dans quelque chose qui est assez sympa. Je tape le done tout de suite, sinon je l'oublie et ça fait des trucs horribles. Donc je récupère toujours un browser. Ce qui est à noter, c'est que du coup, comme vous allez le voir, dans cette version du site de Serpodil, on stocke les éléments du panier dans un cookie. Et donc du coup, je pourrais avoir des effets de bord entre mes éléments de test, mais comme j'instancie un nouveau navigateur à chaque fois, c'est si perturbant que ça, ce que je dis. Du coup, j'ai pas de problème d'effet de bord entre mes deux éléments, mes deux exécutions de navigateur. Donc je vais toujours devoir lui dire d'aller quand même sur la home page. Donc en l'occurrence, c'est la même que tout à l'heure. Donc là, je peux peut-être mettre une petite variable quand même, sinon je vais pas en sortir. Donc je lui fais visiter la home, et à la fin de l'exécution de la home, il appelle une callback pour moi tout seul quand ce sera prêt. Et donc là, eh ben, on a vu tout à l'heure, si je lance un Chrome, voilà. Si je lance un Chrome, on a vu ici tout à l'heure que ça c'était, je ne sais plus ce que c'était, c'est j'ai un ID spécifique typiquement. Bah, je pourrais me servir de l'ID spécifique d'un produit, là, mon cahier 7 par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, mon div, voilà, ici. J'ai un ID, donc je vais me servir de ça pour cliquer dessus. Et donc je lui fais simplement browser.clickLink. Donc vous avez l'impression que c'est des boutons, mais bon, pour X raisons, c'est un lien href. Et donc du coup, je lui passe un sélecteur CSS pour lui dire que je veux cliquer sur mon cahier 7. Et donc une fois que mon cahier 7 est cliqué, je vais avoir une exécution de ma callback. D'accord. Encore une fois, c'est toujours Zombie qui va attendre que l'ensemble des éléments soient faits pour me rendre la main. Donc je ne vais pas me soucier des waits et tout ce que je vous racontais tout à l'heure. Et bah là, j'ai plus qu'à vérifier que mon panier en haut a bien un élément, hein, comme a fait Pierre tout à l'heure. Et donc là, c'était une article de mémoire. Et je veux que ce texte-là... Alors oui, là, j'ai essayé de faire un peu de fanfaron avec les parenthèses. Et j'ai 2 tests complètes. Voilà, vous voyez ici.
Et là, je suis passé déjà à 2 secondes. D'accord ? Donc j'ai 2 tests. À chaque fois, je recharge le navigateur. Je suis en local. Si vous essayez de le faire sur le site distant, vous allez vous taper en plus tout le débit réseau, donc ça met un peu de temps. Mais c'est typiquement des tests que vous pouvez faire. Hein. Typiquement, c'est des suites de tests, notamment dans le déploiement de Serpodil, c'est comme ça que ça se passe. C'est des suites de tests que j'exécute avant le déploiement. On déploie et ensuite on réexécute la même suite de tests, simplement en changeant l'URL. Au lieu de localhost, on met le site serpodil.com. Et du coup, je suis capable de vérifier que l'ensemble de mon système tourne aussi en prod. Donc je peux réutiliser mes tests comme ça. Si on veut aller un peu plus loin, je ne sais pas combien de temps il nous reste. 85, 90, si c'est bon ? Ok. Donc le test d'après, ce qu'on pourrait faire, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, on accède à un cookie. Enfin, à chaque fois que ouais, dans 5 minutes. Donc il y a une pause dans 5 minutes. Donc je voudrais vérifier que l'élément est bien dans mon cookie, un peu pour vous montrer d'autres choses que simplement des assertions bêtes sur des sélecteurs CSS. Donc je add the product to the cookie. Voilà, en bon franglish. Et donc je passe ma callback, j'appuie mon done, sinon c'est la fin du monde. Et donc du coup, par contre pour le coup c'est un petit peu tout le temps la même chose là. Hein. Voilà, je vais ajouter mon élément. Ok, je vais recopier cette partie-là. Et ici, là, je vais essayer d'accéder au système de cookies. Et donc très simplement, Zombie me donne accès à la liste de tous les cookies qu'il y a à l'intérieur. Donc il faut que quand même je récupère le bon. Le bon s'appelle comme ça, je crois, ou avec un K, je ne sais plus si c'est ça. Voilà. Et je vais simplement faire un truc rapide pour vérifier que j'ai bien la chaîne Okay. En fait, ce que stocke le cookie va stocker l'ID du produit avec le nombre de fois où j'ai cliqué dessus. Okay. Donc là, en l'occurrence, je vais réutiliser mon cahier 7 et vérifier que j'ai bien ça à l'intérieur. J'apprends bien le done à la fin. Je fais un petit coup de save et je croise les doigts pour que ça passe, et ça passe. Okay. J'ai bien 3 tests complete de l'autre côté. Si vous voulez faire des choses plus compliquées, donc là on va runner un peu hors de temps, donc on va essayer de récupérer un peu. Je crois que c'est ça. Non, oula. Non plus, zut. Ouh, je l'ai perdu. Alors, 2 secondes. Voilà, hop. Super. Voilà. Donc là, j'ai un test complet qui fait un round trip complet. D'accord ? Je pensais essayer de vous le taper en entier, mais voilà. Donc je vais vous le parcourir rapidement. Donc là, c'est le même que tout à l'heure. Hein. Je clique sur mon panier. Je clique sur un produit. Ensuite, je vais sur l'onglet panier, où là, en l'occurrence, vous voyez que j'ai cliqué. J'ai pas un sélecteur CSS, mais j'ai bien le titre du lien, ce qui est hyper sympa à taper. Comme ça, vous n'avez pas besoin, vous pouvez changer tout ce qui est derrière, on s'en fiche. Ensuite, je clique sur le lien validé, et puis je remplis, comme on a vu tout à l'heure, l'ensemble des éléments. Donc là, en l'occurrence, au lieu d'avoir une espèce de JSON que j'envoie, qui était quand même assez sympathique dans Casper, là, j'ai une vraie API un peu presque javasque. D'accord ? J'ai du fil. J'ai un select pour la boîte dédiée, enfin le pop-up. Et puis, simplement, si je veux checker ma checkbox, j'appuie sur check. Okay. Ensuite, j'ai click-link, vous voyez ici, mais là, c'est un bouton, donc je fais presse bouton. Okay. Donc, j'ai même pas besoin de faire des trucs compliqués. Et en l'occurrence, là, je vérifie simplement que le code HTTP retour est bon. Parce qu'en fait, ce que je fais derrière, c'est que je vais me connecter au back-office en authentification basique. Donc là, c'est un truc basique qu'on a mis juste pour le système. Et vérifier que dans la liste des commandes, j'ai bien 9 € et que mon cahier est bien celui de 5 mm. Okay. Donc on peut faire, voilà, vous voyez, par exemple, typiquement là, j'ai un evaluate compliqué. Parce qu'en fait, le bout de JavaScript qui fait ça côté back-office, c'est un truc horrible, codé au fin d'une nuit, absolument atroce. Donc c'est un clic un peu immonde qui est rajouté en JavaScript. Et du coup, Zombie a un peu de mal à des clics sur les éléments, il a du mal à le voir. Donc du coup, je suis obligé de faire un evaluate ici. Et donc en fait, je suis côté JavaScript, je clique sur un sélecteur CSS et j'appuie dessus, clic. Okay. Mais du coup, comme c'est quelque chose qui n'est pas géré par Zombie, là, c'est le seul moment où je suis obligé de faire un petit wait. Okay. Donc j'attends simplement que l'ensemble des éléments sont faits. Et donc ça, si je le sauve, on peut espérer que ça passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Tac, 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 il shoot, boom, done, hop. Bon, je sais pas, il ne le voit pas.
Bon, on vous montre rapidement voilà, les éléments. Alors, le défaut qu'on peut voir tout de suite là, sur ce truc-là, c'est que c'est quand même... Là, c'est pas un truc très compliqué. Hein. J'ai cliqué sur 3 liens, j'ai rempli un formulaire et je suis allé voir le back-office sur un élément. Et vous avez quand même la quantité de trucs que j'ai. Hein. D'accord ? Donc c'est là où je vous disais au début sur les tests d'acceptance, il faut y aller mollo. D'accord ? Il faut... Typiquement, je ne vais pas cliquer sur tous les types de produits pour vérifier s'ils sont bien dans le panier à la fin. D'accord ? Je le fais sur un. Et je pars du principe qu'après derrière, j'ai un harnais suffisant, j'ai suffisamment investi pour avoir un retour dessus. Okay. Le souci aussi, c'est que du coup là, j'ai quand même une stack assez profonde. D'accord ? Je peux aller très très loin. Et encore ça, c'est plutôt léger. Si vous essayez de faire un workflow, par exemple, c'est ce qui nous est arrivé sur un des sites, on a fait un workflow où vous avez, je vois, 5 ou 6 écrans à la suite, vous vous retrouvez sur un truc qui commence à être quand même un petit peu illisible. Okay. Vous pouvez noter aussi la légèreté, je pense, que le Kofi vous apporte avec Zombie, les deux combinés, sur lesquels on se trouve avec quelque chose qui est quand même... Alors, il faut se faire un peu à l'œil, hein, notamment quand vous avez l'habitude des brackets un peu de partout, là vous n'avez plus rien, vous êtes un peu tout nu. Mais ça permet quand même quelque chose qui est assez moi je trouve ça assez lisible. Voilà, alors, donc on a fini la partie sur les navigateurs headless. Là, on va plutôt rejoindre une grosse partie sur les tests unitaires. Ouais. Donc on a un certain nombre de frameworks et on a un peu moins de temps que prévu, donc on va essayer d'aller un peu vite. On va commencer par un qu'a priori tout le monde devrait plus ou moins connaître, c'est QUnit. Le vieux de la vieille. Pardon ? Le vieux de la vieille. Le vieux de la vieille, tout à fait. Donc QUnit, c'est quoi ? Donc QUnit, c'est un framework de test unitaire qui est très très simple, ça se veut vraiment lightweight. À l'origine, ça avait été développé par John Resig pour jQuery, c'était le framework de test qu'il utilisait lors du développement de jQuery. Suite à la forte demande, c'est devenu public en 2008, c'est-à-dire que ça a eu un site à part, c'est toujours utilisé comme framework de test interne à jQuery, mais on peut s'en servir sur d'autres choses. C'est lancé dans le navigateur, donc on arrête complètement les headless. Là, ça sous-entend d'avoir une page de test qu'on aura nous-mêmes mise là et qu'on se connecte avec notre navigateur sur la page pour lancer les tests unitaires. C'est le format XUnit, donc QUnit, JUnit, tout ça, c'est très très classique. Et il y a un écosystème et une possibilité de plugin qui est assez intéressante. Comme je disais, j'ai vu JS.troll. Très simple d'utilisation. Chut. Comment ça marche? Donc en fait, on a juste deux includes à faire. Pour prendre l'exemple en haut, QUnit c'est un fichier JavaScript et un fichier CSS qui est même optionnel, mais c'est quand même pour avoir les 3 styles qu'il faut sur la page de rendu. Donc c'est juste ça à importer dans une page HTML. Et ensuite, au niveau de l'écriture des tests, c'est extrêmement simple. On a une méthode module qui permet de définir dans quel module on est, qui est optionnel. Et sinon, on a juste une définition de test qui prend 2 paramètres, le nom du test et une méthode qui va s'exécuter. Les assertions, c'est pareil, c'est très simple. Comme on peut le voir, c'est scopé au niveau global. On n'a pas besoin de faire de QUnit.ok, QUnit.assert, quelque chose. Directement injecté dans Windows, on a toutes les assertions sur lesquelles je reviendrai, mais on a les plus utilisées, c'est OK et equals. Et si on affiche la page qu'on a ensuite codée, on arrive donc sur le célèbre format de rendu QUnit, donc noir et bleu, avec les résultats des tests. Bon, là, en l'occurrence, tout passe. Si jamais ça passe pas, c'est rouge. Les assertions, il y en a peu. Donc on a déjà vu OK et equals. On n'en a pas beaucoup plus. On a deep equals et strict equals, qui sont en fait des vérifications différentes. C'est-à-dire que equals, en fait, ça va vérifier une égalité avec l'opérateur double égal. Donc par exemple, la string vide et 0, il y a forte chance que ça matche. Normalement, les puristes vous diront de jamais utiliser equals et d'utiliser le strict equals à la place qu'utilise le triple égal. C'est-à-dire que non seulement ça vérifie la valeur, mais ça vérifie aussi le type. Donc ça évite, comme dans l'exemple qu'on peut voir, equals entre 1 et true, ça va être vrai, parce que l'opérateur double égal là-dessus, en réflectif, ça marche. Par contre, en strict, ça ne va pas passer. Et deep equals qui permet de vérifier un objet JavaScript, donc en fait, en vérifiant les valeurs que comporte l'objet. Pour prendre l'exemple, là on aurait 2 objets qui, au niveau sérialisation, sont les mêmes. On a les mêmes clés et les mêmes valeurs, mais comme ce n'est pas la même référence, ce sont 2 variables différentes, ça ne passe pas. Grâce à deep equals, qui fait de l'inspection, on peut ainsi vérifier des structures de retour complexes.
La dernière qui est intéressante, c'est throws, qui permet d'encapsuler du code qui, normalement, doit retourner une exception. Et dans le cas où l'exception n'est pas retournée, l'assertion échoue. Pour tout ce que je vous ai montré là, pour finir, il y a juste les symétriques, donc not equals, not strict equals. Bon, il n'y a pas de not throw, évidemment. Et à noter, il n'y a pas de not OK. Donc à chaque fois qu'on a une assertion boolean false, il faut faire OK de not quelque chose. C'est peut-être un peu dommage. Et pour le reste, c'est vraiment très simple. On a une gestion de test asynchrone. Normalement, tout le monde a déjà eu le cas où voilà, on arrive au moment où on a un test qui a besoin de faire un appel AJAX. Et là, on est bloqué. Donc c'est un cas très commun, tous les frameworks répondent à ce problème. En l'occurrence, pour QUnit, c'est un nouveau type de test. Au lieu d'utiliser test, on a un deuxième mot qui va être async test pour lui définir, pour lui spécifier que le test est asynchrone. On peut fonctionner exactement de la même manière qu'un test, sauf que, comme c'est asynchrone, on va devoir, nous, lui spécifier quand le test commence. Car, par exemple, Jean-Laurent avait expliqué sur Zombie que dans le cas des callbacks de test, il nous passe une méthode done qu'on doit exécuter. Dans le QUnit, la méthode done s'appelle start. Ça peut un peu induire en erreur, parce que c'est vrai qu'au final, c'est la callback qu'on doit exécuter lorsque notre test est fini. Donc pourquoi start? Parce que historiquement, avant async test, on avait les deux mots, on avait stop et start. Stop, ça voulait dire qu'on commençait quelque chose d'asynchrone. Start, ça veut dire qu'on reprenait. En pratique, avec async test, moi j'aurais préféré avoir un done. Mais voilà, ça sert à ça. Pour prendre l'exemple, on a un objet, on fait une assertion, on charge un appel AJAX, et à la fin de l'appel AJAX, on a une deuxième assertion à faire. Dans ce cas-là, si on n'était pas en asynchrone, le test en fait se finirait juste après le premier appel AJAX, et les assertions à l'intérieur ne seraient pas exécutées. Il y a un écosystème assez riche, donc comme c'est très léger, il y a pas mal de choses qui se sont développées, donc il y a des plugins d'assertion, donc on peut avoir des choses aussi communes que vérifier des greater than, lesser than. On a des assertions sur du plus spécialisé, donc sur du Canvas ou du HTML. On a des runners donc, qui permettent de lancer du QUnit à partir du serveur, donc se connecter à la page QUnit, vérifier les tests et revenir. Et après, on a des choses un peu moins intéressantes. Bon, pour tous les frameworks PHP, pour tous les frameworks, on a des intégrations Drupal, Rails. Et on a des thèmes. Pour montrer à quel point c'est facile de l'étendre, j'ai un exemple à droite. Donc, si on voulait rajouter une assertion greater than, on voit que QUnit propose donc une API pour s'étendre lui-même. Là, on lui demande d'étendre la partie assert de QUnit en rajoutant une assertion. La seule subtilité, si jamais on rajoute des assertions au framework, c'est qu'elles ne sont pas injectées directement comme celles de base. Donc on ne peut pas appeler OK equal, donc on ne pourrait pas appeler notre greater than directement. On est obligé de passer la méthode, l'objet assertion dans la fonction de test. Et quand on fait ça, lui automatiquement, s'il voit qu'il y a un paramètre, il transmet l'objet assert, qu'on peut ensuite utiliser comme on voit en dessous. C'est un peu dommage, j'ai essayé de chercher un peu comment injecter directement. Je n'ai pas trouvé de manière propre. Donc évidemment, on peut le faire nous-mêmes en faisant window quelque chose égale QUnit. Mais visiblement, lui, il ne le permet pas. Voilà pour QUnit. On va passer sur Sinon, donc une librairie vachement plus riche. Donc Sinon, c'est quoi? Sinon, c'est un framework de test standalone. Juste, on aurait pu ajouter juste un truc sur QUnit. Ouais. C'est si vous voulez l'intégrer dans un build Java ou dans un projet Java, ça se fait assez bien avec du HTML unit. Vous pourriez demander à votre HTML unit, donc les librairies de testing HTML classiques, de loader en fait la page de résultats de QUnit. D'accord. Donc si votre JavaScript est assez léger, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout sur des sites d'applications web modernes avec de l'Ajax et du machin et tous ces trucs-là. Si vous voulez faire un peu de test unitaire ou de test même un peu léger avec QUnit, enfin pas trop avancé au niveau JavaScript avec QUnit, vous pouvez très bien demander à HTML unit de loader la page QUnit et de vérifier qu'à la fin il y ait marqué zéro failed par exemple ou all success. C'est des choses qu'on peut tout à fait faire si vous voulez automatiser ça dans du Java. C'est toujours important de voir comment on peut avec ces outils-là faire ces trucs-là. Excuse-moi, je voulais juste ajouter ça. Pas de problème, effectivement. Donc Sinon.js. Sinon.js, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie de test JavaScript qui a été créée par Christian Johansen. Donc c'est quelqu'un qui a d'autres projets. Donc par exemple, il est core dev sur Buster, dont on parlera probablement après. Et c'est quelqu'un qui est relativement connu dans la partie testing de JavaScript. C'est un des gros acteurs.
il a écrit un livre et il a un avis assez tranché, donc il se sent pas mal dans ses projets. Autant dans Sinon que dans Buster, on sent qu'il ne fait pas de compromis. Il a une vision des choses et il s'y tient. Ça date de 2010, ça évolue beaucoup, surtout que maintenant qu'il y a pas mal de contributeurs dessus, qu'on est en version 1.6 et ça évolue assez rapidement. Et le point notable, c'est que ça se veut vraiment standalone, enfin standalone dans le sens où on peut le brancher sur tout. On peut brancher dans du QInit, on peut brancher dans du Jasmine, on peut l'utiliser côté serveur également. C'est servi dans les tests unitaires de Node, par exemple. Donc pourquoi tout ça? Et pourquoi tout le monde s'en sert? Parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes et qu'on trouve soit peu, soit pas du tout dans les autres frameworks. Dans les fonctionnalités, il y a tout d'abord les fonctionnalités d'espionnage et de mocking sur les méthodes en JavaScript, chose qu'on retrouve assez peu dans d'autres frameworks. Honnêtement, c'est le seul que j'ai vu qui le faisait aussi bien. On en reviendra. Et ensuite, il y a des fonctionnalités un peu magiques, dire la capacité de moquer certaines choses du navigateur qu'on ne pensait pas forcément moquables. C'est-à-dire qu'on est capable de moquer la partie asynchrone. Donc on peut faire de faux timers, en fait, qui, au lieu de s'exécuter après un certain temps, on va pouvoir leur dire quand s'exécuter de manière synchrone. Il y aura des exemples sur tout ça. On peut faire la même chose avec les requêtes Ajax, c'est-à-dire qu'on va être capable de gérer dans nos tests une requête Ajax qui est normalement asynchrone de manière synchrone. Et pour finir, il y a de l'encapsulation autour, système de sandbox qu'on expliquera pour pouvoir activer ou désactiver ces fonctionnalités à la demande. Les espions. Donc, un espion, c'est quoi? Donc, un espion, c'est une méthode qui, de base, n'a aucun comportement, mais qui est capable de dire quand il a été appelé, par qui il a été appelé. Par exemple, ici, on définit un espion. On va l'appeler différentes fois avec différents paramètres. Et l'espion va être capable de nous dire s'il a été appelé. Donc, il a été appelé oui. Là, comme on voit qu'on l'a appelé 2 fois, il n'a non pas été appelé une fois, donc call once retourne faux, mais call twice retourne true. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà une API qui est extrêmement verbeuse, c'est-à-dire que même sans savoir vraiment ce que fait, en lisant ça, on est capable de voir. L'autre chose intéressante, c'est qu'on peut demander à l'espion avec quoi il était appelé. Donc, par exemple, on va pouvoir lui demander s'il a été appelé avec les arguments hello ou avec n'importe quel autre argument. Et dans la liste des fonctionnalités intéressantes également, on peut lui demander si un appel a été appelé avant un autre. Dans le cas d'appel asynchrone concurrent, c'est extrêmement intéressant d'être capable de vérifier si tel appel à la méthode est passé avant un autre appel à la même méthode. Ensuite, il y a ce qu'il appelle des stubs, qu'on appellerait nous plus communément mock, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la capacité de moquer une méthode unique, pour lui demander de retourner du comportement. La première chose intéressante sur les stubs, c'est qu'ils partagent entièrement l'API des espions, c'est-à-dire que toute fonction moquée va être en plus capable de dire si elle a été appelée, encore une fois par qui et quand. En plus de ça, elle va donc être capable d'émuler du comportement. Donc, je vais recommencer par l'exemple de droit. L'exemple de droit, c'est la création d'un stub à partir de rien, c'est-à-dire qu'on va juste créer une méthode vide et ensuite lui définir ce qu'il va retourner. Donc, lorsqu'on l'appelle, là dans l'exemple, lorsqu'on l'appelle par défaut, elle retourne la valeur stub. Si jamais on l'appelle avec les arguments hello, à ce moment-là, elle va retourner le premier argument passé, donc là ce serait hello. Et on est aussi capable de forcer la méthode à lever des exceptions, donc on peut lui demander de monter une exception. Là, c'est la base de l'API. Après, ça peut devenir très complexe. On peut lui demander d'exécuter un des paramètres retournés. On peut lui demander d'exécuter un des paramètres appelés avec des paramètres, même si c'est des fonctionnalités dont on a rarement besoin. Mais c'est vraiment une API de mocking extrêmement complète qui est utilisée. Et le cas d'exemple vraiment concret, parce que ça, c'est pour expliquer la théorie. En pratique, comment ça marche? C'est-à-dire que non pas on définit un stub qui part de rien, mais on a la possibilité de remplacer une méthode existante sur un objet par la méthode stubée. Donc là, on avait un objet stuff qui est juste une méthode work, qui retourne normalement OK. En la remplaçant, et en définissant un comportement sur la méthode remplacée, on peut moquer cette méthode pour la faire interagir avec la partie de test qu'on veut tester. Et on est ensuite capable de restaurer le comportement initial. Donc avec la méthode restore, en fait, sur n'importe quelle des API de Sinon,
lorsqu'on appelle restore, ça va retourner la méthode à son comportement initial, donc celle qu'on avait définie là-haut. Ensuite, on arrive sur les mocks. Donc un stub était censé être un mock. Un mock, c'est un peu plus que ça. Un mock, on va moquer un objet entier, c'est-à-dire qu'en fait, on ne moque plus une méthode, mais bel et bien un objet. Et un mock, ça va remplacer toutes ces méthodes par des stubs avec en plus des attentes. Donc en fait, c'est utilisé vraiment au cœur. C'est quand on fait de unit testing sur l'interaction entre différents éléments, on va chercher à moquer l'objet avec lequel on veut interagir, faire agir tous les acteurs autour et vérifier que les appels de la méthode sur notre objet en test est exécuté. Donc pour prendre un exemple très simple, on définit encore une fois un objet simple avec une seule méthode, on le moque, et là on va tout simplement lui dire qu'on s'attend à ce qu'après notre scénario de test, la méthode greet a été appelée une fois avec les arguments de John. Et on exécute ces assertions, donc qui remontrent une exception dans le cas où elles ne sont pas exécutées, juste avec la méthode verify. Donc comme j'ai mis en commentaire, si jamais après smoking on vérifiait ça, ça raiserait l'exception parce que le test ne doit pas passer, ça n'a pas été appelé. Par contre, dans le cas où on appelle la méthode bien une seule fois et qu'on vérifie, ça passe. En pratique, autant les autres, ça peut être utilisé dans d'autres contextes que du test, même si c'est vraiment l'objectif principal. Le mocking, c'est vraiment du test. Parce que pour les tests de mock, comment lui voyait ça, c'est qu'on n'a même pas besoin de faire d'assertion. Toutes les assertions sont mises dans les expectations. Dans les expect d'ici, on se retrouve comme ça avec un code qui est censé être très lisible, c'est-à-dire qu'on exécute le déroulement et à la fin on vérifie en une seule fois. Pour ce qui concerne les fonctionnalités magiques, donc on commence avec les faux timers, donc c'est très très déroutant au début. Bon, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'il fait? Ça permet d'émuler un mode synchrone pour les timers. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir attendre une durée définie, on a accès à un objet clock qu'on peut incrémenter nous-mêmes. Derrière, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'évidemment, il va remplacer les méthodes setTimeout et setInterval par des méthodes à lui qui sont contrôlées par l'objet clock qu'on est capable de créer avec les faux timers. Si on prend l'exemple là par ici, on définit un timeout à 150 millisecondes, on demande à l'horloge d'avancer de 149, on vérifie que la méthode n'ait pas été appelée, et si on avance d'une milliseconde supplémentaire, l'espion a été appelé. C'est très pratique parce que ça permet de... Non, c'est bien. Ça permet de gérer des comportements qui seront normalement asynchrones de manière synchrone. Là, c'est un exemple très simple. Mais dans le cas où on a 12 timers associés à chaque timer qu'on doit exécuter chacun, les uns après les autres, pour ensuite vérifier, comme on l'a vu en JavaScript, on se retrouve avec des cascades de callback qu'on doit gérer. Là, ça fait quelque chose qui est complètement plat. La seule subtilité, c'est que normalement, il peut aussi moquer date, c'est-à-dire qu'en fait, il peut moquer date avec son faux timer, on crée une date, et si on fait avancer l'horloge, la date évolue. Le problème, c'est que la majorité des frameworks, enfin des librairies de date, donc je pense à Date.js, Moment.js, prennent une référence de l'objet date natif au moment où ils sont chargés, ce qui fait que si on remplace après avec sinon l'objet date, en fait, la référence est gardée. Du coup, ça ne marche pas. Nous, on a eu énormément de problèmes. Autant avec setTimeout et setInterval, c'était nickel. C'est vrai que dès qu'on doit toucher à date, nous, on a arrêté parce qu'on avait vraiment trop de soucis. La deuxième partie, donc, c'est les fausses requêtes Ajax. Donc ça, encore une fois, dans le système de magie, on va moquer les appels Ajax pour faire en sorte qu'à la place d'aller appeler le serveur, qui serait le comportement standard, on branche sur une méthode à nous. Donc, pour prendre l'exemple, là on lui dit tout simplement que lorsqu'un appel Ajax est créé, au lieu de l'envoyer au serveur, on le met dans une liste de requêtes qui est à nous, qu'on va pouvoir ensuite traiter. Ça permet de traiter la requête de manière synchrone, comme on le voit. On crée un espion, on fait un appel Ajax après lequel l'espion doit être exécuté, et on est capable de demander à la requête de s'exécuter de manière synchrone. Ce qui est juste génial, parce que dans l'occurrence normale, on aurait dû faire Zen un callback où on vérifie en test asynchrone. Là, on peut dérouler notre scénario de parcours synchrone. Comme pour les faux timers, quand il y en a une seule, ça peut paraître négligeable. La puissance, c'est vraiment qu'en général, on a 4, 5, 6 requêtes Ajax de suite. On est capable de dérouler à plat. Donc le faux serveur, donc ça se veut une API plus haut niveau pour les requêtes Ajax. C'est-à-dire qu'en fait, on peut définir un faux serveur côté client
Et on peut lui dire, pour telle requête, réponds avec ça. C'est très bien, et c'est vrai que pour une API qui se veut un peu haut niveau, en pratique, on est obligé de retourner du contenu statique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas mettre de comportement dans notre faux serveur. C'est vachement décevant parce que je prendrai l'exemple de base, mais j'ai un test où je vais chercher 3 produits sur le serveur, et pour chacun des produits, je m'attends à avoir une réponse. Si j'avais pu mettre une méthode, j'aurais retourné le même JSON avec juste l'ID qui change, 1, 2, 3. Là, en l'occurrence, je suis obligé de définir 3 réponses différentes sur 3 URL différentes pour aller chercher. Donc c'est vrai que ça fait un peu Nabila, ça fait non mais t'as pas de logique, quoi. Donc dans l'encapsulation, on a vu toutes ces fonctionnalités qui sont ultra puissantes mais qui sont ultra dangereuses. C'est-à-dire que quand on va moquer les requêtes Ajax, quand on va moquer les timers, surtout, il ne faut pas oublier de les enlever après, parce que sinon l'application va faire pouf. Donc évidemment, il y a quelque chose qui est prévu pour ça, donc c'est une sandbox. Donc la sandbox a accès à tous les mocks possibles. C'est plus ou moins un miroir de Sinon, c'est-à-dire qu'on peut non seulement utiliser les méthodes faux timer, faux serveur, on peut également directement définir des espions, créer des espions, donc on pourrait faire sandbox.spy. Et en faisant ça, en un seul appel, en faisant restore sur la sandbox, toutes les fonctionnalités sont revertes et tous les espions ou les stubs qu'on aurait mis éventuellement sur des méthodes sont réversés également. En l'occurrence, ça en général, on n'en a jamais besoin de manière personnelle, mais il faut savoir que dans tous les bridges, donc par exemple lorsqu'on utilise Sinon avec Qunit, en pratique derrière sous le capot, c'est ça qui est utilisé, c'est-à-dire qu'à la fin des tests, lui-même, il fait un revert sur sa sandbox. Et voilà. L'avantage de Sinon, c'est qu'il se branche plus ou moins partout. C'est-à-dire qu'il y a des bridges ou des adapteurs qui sont prévus pour tous les frameworks de tests unitaires. Donc du Qunit, du Jasmine. On peut utiliser les assertions avec Shai, apparemment avec Node-Unit aussi, même si je n'ai pas poussé. Donc ça peut très bien se servir en standalone, c'est-à-dire qu'on a un objet test et test suite en Sinon, mais il n'y a absolument aucune interface graphique. C'est-à-dire que si on veut le faire côté navigateur, ce serait juste on le lance dans la console, on vérifie que ça passe. Côté Node, c'est moins gênant, mais voilà, c'est vraiment brut. Par contre, toutes les fonctionnalités de Sinon peuvent se brancher très facilement dans tous les frameworks de test. Ça, c'est vraiment agréable. Et c'est vraiment l'objectif qu'il avait, c'était quelque chose de standalone, mais surtout qui marche partout. Pour résumer, bon, c'est terriblement puissant, on voit toutes les fonctionnalités. Honnêtement, pour du testing, pour avoir poussé du test unitaire très très loin sur des applications riches, j'ai trouvé des choses que j'avais trouvées dans aucune autre librairie. Jasmine, par exemple, je sais qu'il a du mocking de requête Ajax, mais je ne suis pas sûr qu'il ait du mocking de timer ou le contraire. Et puis, là, c'est vrai qu'on a tout. On a tout avec une API. L'API est nickel, c'est fluente. L'API des espions, on a ça de méthodes différentes pour dire est-ce que tu m'as appelé une fois, est-ce que tu m'as appelé 2 fois. Au lieu de devoir dire est-ce que le nombre de fois que tu m'as appelé est égal à 4, on a des choses qui sont extrêmement lisibles. Bon, dans les légers défauts, on va dire, il y a, comme on a vu, les serveurs et les stubs n'ont pas de logique possible. On peut leur demander de retourner des valeurs hard-codées en fonction de certains paramètres. On ne va pas pouvoir simplement, donc sans hacker le truc, lui demander de retourner des méthodes à comportement. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas dire le faux serveur, si tu as un ID 1, tu retournes telle valeur, sinon là, on va être obligé de définir 3 fois des requêtes Ajax à répondre. C'est pas forcément du gain de temps. Attention au faking de date. Voilà, s'il y a moment ou date.js, il faut savoir qu'il ne faut pas s'en servir pour moquer les dates, parce que ça ne marchera pas. Et pour finir, même si on s'en fout, il y a certaines fonctionnalités qui ne marchent pas forcément sous IE 6.7. Il y a un adapteur qui s'appelle Sinon IE, qui est censé faire que toutes les fonctionnalités marchent sur IE 6+. Nous, on l'a mis, mais ça nous faisait juste planter le navigateur, donc on n'a pas poussé plus loin. Voilà, et je vais laisser passer à Jean-Laurent. Ouais, on zappe la démo parce qu'on n'a pas le temps. On zappe la démo parce que... Mais on filera le code, là. Les questions aussi, on les zappe. Voilà, boum. Karma. Pas de questions.